Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous le souhaitez à mettre vos caméras et si vous avez envie de nous dire d'où vous venez, vous êtes les bienvenus aussi. Vous pouvez soit nous le dire à l'oral, soit nous l'écrire dans le chat. Et généralement, dans les webinaires Azimut, on voyage pas mal comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, si vous avez d'ores et déjà des questions précises en lien avec notre sujet, évidemment, n'hésitez pas aussi à les stipuler dans le chat, comme ça on s'assurera de les aborder. Voilà, vous n'oublierez pas. Ah, bonsoir Franck, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Mhm. Excellent. Small World, vous vous retrouvez. Ah, le monde de l'accompagnement des HPI, oui, c'est un petit monde. Et- Ah oui, donc on a encore des professionnels de l'orientation qui sont là. Très bien. Nous sommes à La Rochelle. Eh bien, j'étais hier à La Rochelle, très belle ville, bien venteuse. J'ai voyagé dans le train au retour avec Clarisse, qui a fait le Vendée Globe, c'était sympa. Bienvenue, si vous venez de Paris, de Vannes, bord de la mer aussi, super. Voilà, ben, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Pour l'instant, c'est presque exotique, mais pas tout à fait exotique. On attend quelques minutes encore que les retardataires se connectent, et puis on se présentera avant de vous exposer tout ce qu'on peut sur le sujet des HPI et de l'orientation. Est-ce que vos enfants sont derrière l'écran ou est-ce que vous êtes juste les parents? Dites-nous si les enfants sont là, qu'on dise pas de bêtises. Non, on va rien dire de toute façon de méchant sur eux. Moi, j'ai ma fille avec moi. Bah, très bien, Bonsoir. bonsoir. Il n'y a pas de souci de toute façon. Bonsoir. Bon, on est voisins, nous. Oui, est-ce que Denis qui va se présenter est à Bayonne, c'est ça? Oui, Ah, salut le Alors, Bayonnais alors. bonsoir. Et j'ai vu qu'il y avait de Saint-Jean-de-Luz aussi. Oui, allez, on se donne encore 2 minutes. Euh, que vous soyez avec enfants, sans enfants, que vous nous disiez d'où vous venez dans le chat. Et puis, si encore une fois, si vous avez une question précise, si vous avez une demande particulière, eh bien, n'hésitez pas à l'inscrire. On attend encore quelques participants, mais vous êtes déjà pas mal, c'est bien, super. Et bravo de cette démarche de se connecter aussi à ce webinaire pour essayer d'en savoir plus. C'est important et c'est super de vous voir vous renseigner pour être en mesure d'accompagner vos enfants au mieux. C'est super. Donc, on enregistre ce webinaire. Il sera donc rediffusé. Vous recevrez le lien dès demain. Néanmoins, c'est jamais la même chose de participer en direct ou de l'avoir en replay. Donc, je vous conseille de rester jusqu'au bout et nous garderons du temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alors, à moins que vous n'ayez vraiment envie de parler, je vais désactiver votre son, enfin vos micros. Comme ça, on va garder celui de Denis qui est co-hôte avec moi et le mien allumé uniquement. Hop, voilà. Euh, je désactive votre son.
Voilà. Et on va commencer si ça vous convient, si cela vous convient. Je laisserai rentrer les retardataires au fur et à mesure de leur arrivée. Euh, alors, on est parti. En quelques mots, je suis donc Perrine Corvézier. Moi, je suis la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est un média à destination des parents qui a maintenant 3 ans, qui est né d'un podcast. On a diffusé plus de 600 épisodes de podcast ces 3 dernières années. Mais c'est également un site, c'est des webinaires comme celui de ce soir, des fiches téléchargeables, un calendrier de l'orientation, voilà, et plein d'autres activités et propositions à destination des parents. L'objectif d'Azimut, c'est de vous renseigner, de vous informer, de vous conseiller pour que vous ayez une démarche sereine sur l'orientation avec vos enfants. Cette sérénité que vous aurez, vous, vous permettra d'aborder l'orientation voilà, plus simplement et de ne pas surstresser vos enfants qui peuvent l'être dans cette période-là. Azimut travaille avec un grand nombre de conseillers en orientation, mais en fait avec beaucoup de conseillères en orientation et de professionnels 2 LES en orientation, et un conseiller et professionnel EL de l'orientation, c'est Denis. Voilà. Voilà. Donc, je suis ravie de pouvoir, enfin, j'ai en tout cas sollicité Denis, qui a contribué quasiment depuis la première année sur Azimut, avec des sujets très intéressants Des gens autour des qui particularités du handicap. parlent comment? Et là, Alors, attendez, je coupe votre son. Euh, attention, si, voilà, si vous venez de vous connecter, à couper bien votre son. Euh, voilà, donc Denis, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je suis à Bayonne, dans la tempête, moi aussi. Il n'y a pas que les Bretons. Donc, je suis le seul garçon. Je suis un peu habitué à ça. J'ai fait des études en fac de lettres où j'étais déjà minoritaire. J'ai ensuite été professeur documentaliste où j'étais aussi minoritaire. Après, j'ai pendant quelques années été personnel de direction. Là, c'est un métier dans lequel les hommes et les femmes maintenant sont représentés à peu près à égalité. Mais effectivement, dans la sphère de l'accompagnement de l'orientation, beaucoup de femmes sont là. Et je dois dire que je travaille aussi avec beaucoup de femmes parce que ce sont très souvent les mamans qui viennent me voir pour avoir pour accompagner leurs enfants sur l'orientation. Alors moi, j'ai deux casquettes. J'interviens ce soir sur la question de l'orientation, mais j'interviens aussi sur les dimensions d'accompagnement scolaire et de coaching scolaire. Je m'appuie sur mon expérience d'enseignant, de personnel de direction et de formations que j'ai suivies dans l'organisme de formation de Jeanne Fachin, qui est connu pour avoir inventé le terme de zèbre pour décrire les HPI. Elle a aussi beaucoup travaillé sur la question de la difficulté scolaire en début de sa carrière. Donc, mon approche de l'orientation est à la fois technique, c'est-à-dire j'ai commencé par la maîtrise des outils, à Funnet en troisième, Parcoursup. Parcoursup aussi bien en tant qu'établissement accompagnant des élèves de terminale qu'en tant qu'établissement recevant des élèves du supérieur, puisque j'ai travaillé dans des lycées où il y avait jusqu'à 400 élèves du supérieur, des BTS essentiellement. Et j'ai voulu ensuite améliorer ma connaissance de l'orientation, la rendre plus efficace en ajoutant la dimension psychologique. Voilà, parce que dans l'éducation nationale, on maîtrise les outils techniques, mais la psychologie, c'est pas tellement le cœur du métier, malheureusement. Donc, j'ai quitté l'éducation nationale il y a 3 ans et demi, maintenant 4 ans, même sur le constat que j'y étais pas à ma place. Une dernière année dans l'éducation nationale qui s'est mal passée parce que j'étais en arrêt, pour être vraiment clair. J'ai fait ce qu'on appelle un brown-out. Un brown-out, c'est pas un burn-out. J'étais pas débordé de travail, mais j'étais débordé par toutes sortes de choses, dont un ennui incommensurable, mais aussi une perte totale de sens dans mon travail. Et au cours de cette année difficile, parmi les démarches que j'ai entamées, j'ai fait un test, j'ai vu un neuropsy et j'ai fait un test de QI qui a montré que j'avais un profil cognitif à haut potentiel, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle.
Alors quand je dis difficulté, ça ne veut pas dire que j'ai raté ma vie professionnelle, elle a été tout à fait correcte, hein. J'ai passé des concours, je les ai réussis, j'ai eu des promotions, tout s'est passé comme il faut sur le papier. Sauf que j'ai jamais été satisfait de mon travail. J'ai toujours ressenti un gros malaise, des difficultés de communication avec d'autres personnes, etc., qui m'ont permis et que j'ai pu comprendre grâce à mon travail et à mes lectures sur le haut potentiel au moment où je me suis rendu compte que c'est ce qui me concernait. Et c'est aussi ce qui me motive à proposer des bilans d'orientation et un accompagnement scolaire spécifique pour les élèves à haut potentiel. Alors, pour être complètement exhaustif, je travaille aussi beaucoup avec les élèves TDAH, parce qu'il se trouve en fait que quand j'ai commencé à travailler, à mener mon activité indépendante, les élèves qui se sont présentés à moi le plus souvent, c'était soit des élèves TDAH, soit des élèves HPI. Alors malheureusement pour les HPI, il y en a quelques-uns chaque année qui se présentent à moi et qui sont dans un état euh, psychologique très difficile. Malheureusement, moi, je ne les prends pas en charge parce qu'à ce moment-là, ils relèvent plutôt de la prise en charge médicale. Mais je rencontre aussi beaucoup de jeunes gens à haut potentiel qui se posent des questions d'orientation. Alors, quand on parle d'enfants, alors, Perrine, j'étais dans la présentation, je commence à glisser un peu Alors, dans je le voudrais juste à ce topo. moment-là, on va juste balayer le programme et ensuite on enlève les slides et la parole est complètement à toi aussi, d'accord? Donc, je reprends juste la parole 2 secondes sur le programme. L'idée, et Denise se sentira tout à fait libre de suivre ou non ce programme, mais ce qu'on avait préconvenu, c'était déjà un peu définir ce que c'est qu'une Oui, personne à haut potentiel intellectuel, puis ensuite d'aller voir quel est cet impact, quel est l'impact du HPI sur l'orientation. Comment aider les HPI, alors les HPI, c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais les jeunes avec un haut potentiel intellectuel sur l'orientation, des conseils à destination des parents, parce que c'est l'audience principale ce soir, et puis on vous laissera poser des questions et on y répondra, et puis on vous donnera quelques ressources complémentaires si on le peut. Voilà, donc j'arrête la présentation et maintenant je laisse Denis tout à fait libre de vous présenter ce qu'il souhaite sur le sujet, dans l'ordre qu'il souhaite d'ailleurs. Si au fur et à mesure vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les noter dans le chat. Je vais surveiller le chat de mon côté et on y répondra de toute façon à la fin. Voilà. Denis, à toi. très bien. Oui, j'avais commencé à m'emballer un peu. Heureusement, j'ai pu freiner à temps. Euh, voilà, donc le HPI, c'est un sujet dont on parle assez souvent. Un sujet à la fois mal connu, enfin dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît mal. Malheureusement, dans les salles d'épreuves que j'ai beaucoup fréquentées, c'est souvent plus un sujet d'ironie qu'un sujet de prise en compte sérieux. Et on a évidemment parlé un peu dans la pop culture avec les séries de TF1, etc. Le HPI, c'est quelque chose de très, très clair et de tout à fait scientifique. Pour être HPI, il faut avoir fait un test de QI et avoir un score de QI supérieur à 130, sachant que le maximum dans les échelles qu'on utilise, c'est 160. Le QI moyen français, et qui est proche aussi, enfin le QI médian est pratiquement moyen, c'est à peu près la même chose, c'est 100. Euh, Qu'est-ce qu'on mesure dans un test de QI? Un test de QI, ça mesure grosso modo cinq critères. La compréhension verbale, donc la capacité à maîtriser le vocabulaire, à raisonner de façon orale, verbalement, et la capacité à comprendre le langage oral, pardon. Il y a un indice visio-spatial qui permet de mesurer les capacités d'analyse et de manipulation, donc dans l'espace, représentation de motifs en 3D, etc., des puzzles. Il y a un indice de raisonnement fluide pour mesurer les capacités de raisonnement inductif et déductif et la capacité à utiliser le concept abstrait. Il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la capacité à garder dans la mémoire de travail des informations et pouvoir les manipuler. Donc, typiquement, il y a des exercices de calcul mental, etc., mais aussi des exercices sur les lettres. Là, l'idée, c'est de voir quelle est la capacité à mémoriser
sur le court terme. Il y a la mesure de la vitesse de traitement, donc à quelle vitesse et avec quelle efficacité la personne testée traite l'information. Et ensuite, il peut y avoir d'autres tests complémentaires sur la mémoire des images, des tests de problèmes mathématiques, etc. Eh bien, mais grosso modo, le test de QI mesure donc la vitesse de traitement, la mémoire de travail, le raisonnement fluide, l'indice visuo-spatial et la compréhension verbale. Voilà. Donc, c'est Où est-ce qu'on fait 130. ces Oui. tests-là? Où est-ce qu'on fait ces tests, Denis? On Ces les fait sur tests-là, Internet tout seul ou on les fait... non, ces tests sont forcément administrés par un neuropsy. Hmm. Il existe des tests sur Internet qui sont plus ou moins sérieux. Si vous allez sur le site de la Mensa, par exemple, qui est une organisation internationale de personnes à haut potentiel, vous avez des tests qui permettent de se faire une idée de la possibilité d'adhérer à la Mensa, puisque cette association ne prend que des gens qui ont un QI supérieur à 130. Les tests qui sont sur ce site-là, par exemple, sont assez fiables. En revanche, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et là, je ne serai pas en mesure de vous dire où aller. De toute façon, la seule personne qui soit habilitée à dire qu'une personne est HPI, c'est un neuropsy. Voilà. Même si, quand on est soi-même HPI, avec un peu d'expérience, on arrive à se dire que telle ou telle personne avec laquelle on échange pourrait avoir ce profil-là, une évaluation qui est faite et une mesure qui est faite par un psy. Petite incise, on parle souvent de diagnostic du HPI, ce qui est impropre, puisque le diagnostic est associé à un trouble. Or, le HPI n'est pas un trouble. C'est un mode de fonctionnement cognitif différent, qui n'est pas fondamental, enfin qui est différent, et la différence n'est pas tellement dans la nature, mais plutôt dans l'intensité. Voilà, ce sont des gens qui fonctionnent avec une intensité supérieure à la plupart des autres. Le QI, il y a deux dimensions. Enfin, le haut potentiel, il y a deux dimensions. Il y a une dimension génétique qui a été mesurée, mais aussi une dimension socioculturelle, évidemment. Mais des tests ont été faits, par exemple, avec des jumeaux séparés à la naissance et ayant évolué dans des milieux socioculturels différents, on a quand même pu mettre en évidence qu'ils avaient des QI qui étaient quand même assez similaires. Mais qui dit haut potentiel ne dit pas homogénéité des personnes. Être HPI, ce n'est pas un caractère, c'est un mode de fonctionnement cognitif. Et parmi les gens qui sont identifiés comme étant HPI, il y a aussi deux catégories, ce qu'on appelle les HPI qui sont les HPI laminaires, c'est-à-dire qui sur les 5 items mesurés dans le test de QI ont des scores qui sont élevés et relativement homogènes. Mais il y a aussi des gens qui ont ce qu'on appelle un HPI complexe ou un HPI hétérogène, c'est-à-dire que sur ces 5 items, il peut y en avoir certains sur lesquels ils sont plus en difficulté, voire vraiment en difficulté. Ce qui fait que ça donne des gens qui ont qui peuvent avoir des difficultés scolaires, par exemple. Parce que si on a un excellent indice verbal, mais qu'on a des problèmes de mémoire de travail, on est handicapé à l'école. Voilà. Donc, qui dit HPI ne dit pas homogénéité des caractères, puisque c'est pas du tout un caractère, c'est juste un mode de fonctionnement cognitif. C'est pas du tout une personnalité, le HPI. Et il peut y avoir donc des gens qui ont un HPI homogène ou hétérogènes et qui donc ont des profils cognitifs qui vont être différents. Cela dit, la plupart des personnes à haut potentiel ont des caractéristiques qui sont souvent fréquemment partagées. Alors ces caractéristiques, elles se retrouvent d'abord au plan cognitif, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'apprendre très vite. Ils ont généralement une grande mémoire à long terme et une capacité de généralisation à partir de petits nombres d'exemples. Ils ont des capacités de raisonnement abstrait, logique et de pensée critique souvent très développées et sont capables de résoudre des problèmes complexes de façon parfois un peu non conventionnelle. Et ils ont aussi un mode de fonctionnement qui se fait parfois à l'insu de leur conscience. C'est-à-dire que les enfants ou les ados HPI sont parfois capables de résoudre des problèmes de maths, par exemple, en étant en difficulté pour expliquer aux profs comment ils ont fait. Ce qui peut, dans certains cas, leur poser des problèmes s'ils n'arrivent pas à se plier à l'exigence de rigueur et de démonstration du professeur. Une autre caractéristique fréquemment rencontrée chez les personnes au potentiel, c'est ce qu'on appelle la multipotentialité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont souvent des centres d'intérêt
multiples, et surtout, dans ces multiples centres d'intérêt, des compétences élevées. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'être bons dans plusieurs domaines en même temps et d'être intéressés par ces domaines. Alors que, d'une façon générale, les centres d'intérêt sont souvent moins nombreux chez les gens. Et ce trait de personnalité, cette multipotentialité, en termes d'orientation, est un souci pour un certain nombre de jeunes HPI ou d'adultes même que j'accompagne, parce qu'ils sont dans la situation où ils se disent oui, mais d'accord, la physique, moi je trouve ça super intéressant, j'aimerais bien être astrophysicien, mais en même temps, la philo, bah, c'est bien. Et puis, bah, je suis bon en français, ça m'intéresserait de faire un peu de littérature. Et puis, bon, quand même, je vais au conservatoire, je joue de la guitare, j'ai un bon niveau. Ça m'embête d'abandonner la guitare. Donc, sont parfois des jeunes qui ont des capacités dans plein de domaines, qui y excellent parfois, et qui, bah, pour la personne qui doit les accompagner dans l'orientation, la difficulté, c'est de les aider à faire le tri et réussir à leur faire comprendre que choisir, certes, c'est renoncer à certaines choses, mais ce renoncement n'est pas forcément définitif. Voilà, donc ça, la multipotentialité, c'est un des aspects qui est très fréquent chez les personnes à haut potentiel. Il y a aussi des caractéristiques qui sont plus sensorielles. Parmi les personnes à haut potentiel, il y a souvent une hyperesthésie, c'est-à-dire une perception sensorielle accrue dans certains domaines. Domaine auditif, visuel, enfin les cinq sens habituels, voilà. Pour ma part, moi j'ai un odorat très développé et je me suis fait beaucoup moquer quand je parlais de l'odeur des châtaigniers, par exemple, que beaucoup de gens ne sentaient pas autour de moi, mais moi ça me gênait même par moment. Mais aussi une intensité dans les sensations sensorielles, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent être émues plus que d'autres par bah, la musique, des œuvres d'art, des expériences artistiques. Cette hypersensibilité, donc, qui est plutôt physiologique, hyperesthésie ou l'hypersensorialité, peut être accompagnée très fréquemment d'hypersensibilité émotionnelle. Donc une très grande capacité à percevoir les émotions des autres et une réactivité émotionnelle intense en particulier aux injustices, aux critiques ou aux événements jugés comme étant négatifs. Donc cette empathie, cette hypersensibilité émotionnelle sont évidemment des qualités, mais dans certains contextes professionnels, sont problématiques parce qu'elles demandent à la personne une dépense d'énergie pour y faire face qui peut les conduire à la fatigue, voire à l'épuisement. Autre caractéristique psychologique, le besoin de sens, je l'ai un peu évoqué, mais ce besoin permanent de comprendre pourquoi on fait les choses, à quoi ça sert, dans quel but, quelles sont les valeurs qui sont portées, ça, ce sont des choses aussi qu'on retrouve très fréquemment et qui rendent bah, les personnes HPI particulièrement vulnérables quand ils sont confrontés à ce qu'on appelle vulgairement les bullshit jobs. Voilà. Ce type de boulot qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire les métiers qui n'ont pas de sens ou dont on n'arrive pas à comprendre vraiment l'intérêt, font souffrir tout le monde, hein, que ce soit clair, mais ils font souffrir encore plus les personnes à haut potentiel qui n'arrivent pas à trouver le sens, qui n'arrivent pas à comprendre la signification de ce qu'ils font et qui surtout ne peuvent pas s'empêcher de chercher le sens et la signification. Autre caractéristique assez fréquente, le perfectionnisme, avec une envie de fixer des standards très élevés, qui sont très élevés pour soi-même, qui peuvent être aussi très élevés pour les autres, ce qui peut rendre aussi le manager à haut potentiel difficile. Une gestion de l'ennui problématique qu'on rencontre assez fréquemment chez les élèves, c'est-à-dire que l'ennui face aux tâches routinières, aux tâches répétitives, peut conduire à un désengagement, aussi bien dans la sphère scolaire que dans la sphère professionnelle. Ça peut conduire à la procrastination. Il y a un très grand besoin d'autonomie et d'indépendance. Moi, depuis 3 ans, j'ai quitté l'éducation nationale et que je fréquente beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte que bah, parmi les entrepreneurs, il y a vraiment beaucoup de... Quand je dis entrepreneurs, ça inclut les professions libérales ou toutes les personnes qui sont sorties d'un système hiérarchisé. Il y a vraiment beaucoup de personnes à haut potentiel parce que bah, ils se sont souvent sentis mal dans les organisations trop structurées ou trop rigides. Et corollaire de ce trait de caractère, il y a souvent une résistance face à une autorité ou à un cadre qui est perçu trop rigide ou pas légitime. Voilà.
Et enfin, la dernière caractéristique, et là qui est plutôt enfin, qui est un souci, c'est que pour les personnes à haut potentiel qui sont confrontées, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le haut potentiel, c'est 2% de la population. Donc ça veut dire que quand on est dans une salle et qu'on est à haut potentiel, on est seul ou on est avec une autre personne. Alors, et la majorité des autres personnes n'ont pas ce mode de fonctionnement-là. Donc, les personnes au potentiel risquent de développer ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle social. Alors, c'est pareil, tout le monde, à différents niveaux, joue des rôles sociaux, mais pour les personnes à haut potentiel, c'est souvent plus fréquent et ça leur demande une dépense d'énergie importante. Tous les côtés un peu problématiques que j'ai évoqués sont des choses que les personnes à haut potentiel auxquelles elles réussissent à faire face. Le problème, c'est la dépense d'énergie que ça leur demande. Et c'est exactement pour ça que je cherche à travailler, que ce soit avec les ados ou les adultes, sur cette connaissance du HPI pour que les gens ne soient pas conduits à dépenser excessivement d'énergie et se retrouver tôt ou tard en situation d'épuisement professionnel ou de burn-out. Cela dit, je tiens à avoir quand même un discours positif. Globalement, il y a des recherches qui ont été faites. Globalement, les HPI sont des gens qui réussissent socialement bien, voire très bien. Un chercheur qui s'appelle Franck Ramus a fait des études sur des cohortes d'élèves HPI dans l'éducation nationale. Il a montré que globalement, ce sont ceux qui réussissent le mieux. D'autre part, contrairement à ce que certaines choses qui sont dites dans les médias, en termes de santé mentale, les HPI n'ont pas plus de difficultés que les autres. On peut en parler assez fréquemment à cause de ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que il y a des HPI effectivement qui fréquentent les psychiatres, les psychologues, mais la majorité des HPI ne les fréquentent pas, ou même la majorité des HPI ne savent pas qu'ils le sont, puisque faire un test de QI, ça coûte entre 250 et 500 euros. Donc, c'est finalement réservé à une minorité de la population. Donc, les HPI, majoritairement, ne savent pas qu'ils sont HPI. Voilà. Donc, moi, en tant que professionnel de l'orientation, quels sont les profils de HPI que je rencontre? Je dirais qu'il y en a 3 catégories, peut-être 4. La première catégorie, c'est celle des élèves HPI qui sont parfaitement adaptés au système scolaire et qui performent. J'ai eu une élève, par exemple, alors je ne l'ai pas suivie en orientation parce que c'était dans le cadre de ma précédente carrière, mais j'ai eu une élève il y a quelques années qui a eu son bac avec 20,5 de moyenne, puisque vous savez que le bac, il est prévu pour qu'on ait 20 sur 20, mais si on prend des options, c'est des points en plus. Donc dans la mesure où elle avait eu pratiquement 20 à toutes ces matières, y compris celle qui était optionnelle, elle avait dépassé la note maximale de... Voilà. Donc il y a ce profil de HPI. Alors quels sont les défis que me présente ce genre d'élèves? Eh ben, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont souvent des ados qui ne veulent pas abandonner quelque chose et qui ne veulent pas arrêter la philo parce qu'ils vont faire de la physique ou qui ne veulent pas arrêter la musique sous prétexte qu'ils vont faire des sciences politiques et qui sont parfois même un peu qui sont parfois dans l'angoisse en pensant qu'ils vont devoir renoncer à des choses. Le deuxième profil que je rencontre, alors ces jeunes, ils rencontrent des périodes de doute, etc., mais globalement, leur poursuite d'études supérieures se font très brillamment, comme le secondaire. La deuxième catégorie que je rencontre assez fréquemment, c'est la catégorie des élèves HPI qui n'ont pas voulu jouer le jeu de l'école, qui sont restés dans les 10 de moyenne, ou entre 10 et 12, qui savent qu'ils ont du potentiel et qui ont envie de faire des études supérieures exigeantes. Alors le problème que je rencontre quand j'accompagne ce genre de jeunes, c'est que l'école, malheureusement,
Elle n'oriente pas les gens sur leur potentiel, elle les oriente sur leur réalisation. Et donc, je me retrouve parfois, enfin même malheureusement tous les ans, avec des jeunes HPI qui ont un énorme potentiel scolaire, mais qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé de sens à leur scolarité, ou parce qu'ils ont trouvé que les profs tenaient pas la route, ou parce qu'ils avaient juste envie de faire autre chose que de travailler en classe, arrivent en terminale avec une moyenne très insuffisante pour pouvoir rentrer dans les filières sélectives. Et enfin, le troisième profil que je rencontre, bah, ce sont des élèves qui, eux, ne se sont pas du tout adaptés et qui ont un profil qui sont méfiants vis-à-vis des enseignements structurés et qui ont une très très forte préférence pour l'autodidaxie. C'est un aspect que je n'ai pas évoqué avant, mais c'est qu'il est très très fréquent chez les HPI en général et chez les ados aussi, qui va avec la multipotentialité. Ce sont des jeunes qui ont souvent une culture générale très très riche, qui ont appris plein plein de choses de toutes sortes d'origines, qui écoutent des podcasts, qui suivent des youtubeurs, qui lisent des bouquins, etc., qui ont énormément de culture, qui sont intéressés par plein de choses, mais qui n'ont rien produit au plan scolaire. Et donc, on se retrouve dans la problématique que j'ai évoquée précédemment, mais en pire, de jeunes qui ont toujours cet énorme potentiel, mais qui, en plus, n'ont plus confiance dans l'institution scolaire et qui ne veulent pas, ou qui ne veulent pas faire d'études ou qui veulent vraiment faire le minimum. Voilà, donc ça, je dirais que c'est ça les trois profils. Le quatrième que j'ai évoqué, ben, c'est ceux qui sont carrément complètement déscolarisés et à qui on me demande, pour qui on me demande de faire un travail d'orientation, mais qui ben, malheureusement sont dans un état psychique qui ne permet même plus à court terme un travail d'orientation. Voilà, grosso modo, un peu le panorama que je rencontre. Alors, si je reprends les catégories que j'ai évoquées, euh, quand je me retrouve face à un HPI qui est passionné par tout et qui est bon en tout, la difficulté, c'est de réussir à faire des choix, puisque de toute façon, bon, Parcoursup, c'est un... je parle essentiellement de Parcoursup, mais évidemment, si vous avez des questions d'orientation pour des enfants plus jeunes ou plus âgés, je les traiterai également. Mais pour les jeunes de Parcoursup, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évalue les gens sur ce qu'ils ont produit et pas sur leur potentiel. Les élèves qui performent super bien au lycée, eux, ils vont pouvoir aller de toute façon dans toutes les formations qu'ils vont demander. Donc, la difficulté, c'est le travail de sélection qui est à faire avec eux. Alors, les cas peuvent être différents. Soit ils ont déjà une idée de métier. Dans ce cas-là, le travail que je fais avec eux, c'est plutôt une mise à l'épreuve de leur vocation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais travailler sur leur représentation du métier pour m'assurer que les représentations du métier qu'ils ont sont les bonnes. Vérifier aussi que bah, les jeunes HPI, ils sont comme les autres, hein, c'est-à-dire que les métiers qu'ils envisagent, c'est souvent aussi par rapport au statut social et aux revenus qui supposent être ceux que vont générer ces métiers. Donc mon travail, c'est d'une part de mettre à l'épreuve, quand ils ont des idées, mettre à l'épreuve leurs idées. Quand ils n'ont pas d'idées, bah, c'est d'essayer de travailler avec eux sur ce qui les fait vraiment vibrer. Parce que les élèves qui fonctionnent très très bien à l'école, même s'ils fonctionnent très très bien partout, il y a toujours des matières ou des domaines dans lesquels ils sont plus passionnés. Donc le travail, ça va vraiment être d'identifier ce qui les meut, ce qu'ils font quand ils n'ont pas le choix. Enfin, quand ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, justement. Euh, et parfois, on se rend compte que les élèves, bah, ils ont développé maths et physique parce qu'ils ont bien compris que c'était ça qu'on attendait d'un système français. Mais fondamentalement, ils peuvent être intéressés par des choses très différentes. Donc, ce travail, ça va être voilà, d'identifier ce qui les mobilise réellement, ce qui fait battre leur cœur et ce qu'ils font quand ils ont vraiment le choix. Pour les autres élèves, pour ceux qui ont toujours envie d'être dans le système scolaire, mais qui n'ont pas produit suffisamment pour être dans les voies sélectives,
Eh bien, heureusement, notre système scolaire ne fonctionne pas qu'avec les voies sélectives. Il y a des voies qui le sont moins et dans lesquelles les jeunes, surtout les jeunes à haut potentiel, vont pouvoir se révéler. Souvent, les parents sont inquiets de voir que leur enfant n'a rien produit quand il était, ou pas grand-chose, quand il était au lycée. Je les rassure en général en leur disant que leur, leur enfant va être de plus en plus efficace et va avoir des notes de plus en plus élevées au fur et à mesure qu'il va avancer dans l'enseignement supérieur. Parce que d'abord, il va se retrouver de plus en plus souvent avec des gens qui ont son profil. La spécialisation, il va pouvoir se spécialiser dans les domaines qui le passionnent le plus, d'année en année. Et surtout, la stimulation intellectuelle va être de plus en plus importante. Parce que pour beaucoup de jeunes HPI, la façon dont l'enseignement est organisé dans le secondaire n'est pas très, très stimulant, pas très motivant, parce qu'en fait, c'est très cadré. On ne leur laisse pas beaucoup d'autonomie. Or, une chose qu'aiment beaucoup les personnes au potentiel, c'est de pouvoir gérer les choses à leur façon. Ils aiment plus avoir une obligation de résultat qu'une obligation de moyens. Or, à l'école, on demande plus de respecter une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Voilà, donc pour les élèves qui ont eu des résultats moyens mais qui sont à haut potentiel, ben, dans ce cas-là, je les accompagne vers des filières qui sont moins exigeantes, tout en faisant toujours ce travail de réflexion sur ce qui les mobilise vraiment. Parce qu'en fait, on est dans l'idée que la voie royale, c'est les maths et la physique. En réalité, quand on est motivé, quand on est compétent, on peut s'épanouir, gagner de l'argent et avoir un statut social, quelle que soit la voie d'orientation qu'on va choisir. Ce qui me pose le plus de difficultés, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la troisième catégorie d'élèves, c'est ceux qui ont perdu confiance dans l'institution scolaire ou qui veulent absolument être autodidactes. Donc, bah, le travail reste toujours un peu le même, c'est-à-dire travailler sur les passions, sur ce qui les mobilise réellement, et mettre en place bah, des choses qui peuvent être aussi en dehors de la sphère scolaire, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir besoin de faire une année de césure, il peut y avoir besoin de se confronter au monde du travail. Ça peut être aussi l'occasion de faire des stages. Euh, Ce qui est important, c'est de pouvoir expérimenter réellement les choses. Donc, d'une façon générale, je dirais que de toute façon, ce qui est important, c'est d'améliorer, de rendre, comment dire, de faire en sorte que la représentation des métiers des jeunes, quel que soit leur profil, soit la plus solide possible. Et il y a un réseau qu'on utilise peu dans les familles, ben, c'est le réseau familial et amical. On a tous des amis qui ont des métiers différents, qui ont fait des études. Donc là, les conseils que je vais vous donner maintenant s'appliquent absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approche des échéances d'orientation, c'est-à-dire à partir de la quatrième, il faut absolument essayer au maximum de développer dans la famille une culture du monde professionnel, c'est-à-dire interroger les gens sur leur métier, interroger les gens sur leurs études, essayer soi-même d'avoir une démarche positive par rapport au travail et aux études aussi. Euh, Évidemment, aller à la rencontre de tous les centres de formation, les écoles, etc. Rencontrer des professionnels autant que possible. Euh, et évidemment, pour la dimension technique, les établissements scolaires restent les meilleurs, mais la curiosité, la rencontre de gens qui sont au travail, les stages éventuellement, alors les établissements scolaires sont souvent réticents à proposer des stages pendant les vacances scolaires, mais sachez que les chambres de commerce, par exemple, proposent des conventions de stage pour les jeunes qui veulent aller à la découverte des métiers, chambres de métiers, chambres d'apprentissage, proposent des conventions pour les jeunes qui veulent aller à la rencontre des professionnels. Donc c'est aussi des choses qu'il faut faire. Je vois une question sur le lien d'être HPI et les personnalités en arborescence. Je ne comprends pas ce que c'est qu'une personnalité en arborescence.
On reviendra peut-être dessus à la Oui, fin. voilà. Bon, voilà pour ce qui était de ma présentation générale. Après, je dirais que en termes de voie d'orientation, il n'y a absolument aucune voie à privilégier pour les HPI. Ça va vraiment être une question de personne. Si je dois donner un exemple tout à fait personnel, moi j'ai quatre enfants. Bon, le plus jeune va avoir 5 ans, mais l'aîné a 27 ans. Mon deuxième enfant est un garçon de 25 ans qui a vivoté au collège et au lycée jusqu'en seconde, à 10 de moyenne. Quand il avait eu un 10,5, ben, la fois d'après, on pouvait être sûr qu'il aurait 9,5. Et quand il avait un 9, on savait que la fois d'après, il aurait un 11. Jusqu'au moment où il est sorti avec une fille qui était première de la classe. À ce moment-là, elle l'a mis dans l'ambiance, ils se sont mis à bosser, il a été très bon en classe. Il a fait la classe préparatoire prépa HEC. Et puis, au moment de passer les concours, il a passé les concours, il était admissible dans des bonnes écoles. Et il a décrété qu'il ne voulait pas porter de cravate, il ne voulait pas être banquier. Il est parti à la fac. Bon, je vous fais court. Pendant le Covid, il a ramassé des planches sur le trottoir, il a bricolé des trucs dans sa chambre. Et maintenant, il est charpentier. Voilà. Et il est un charpentier épanoui. Il continue à s'intéresser à la philo, aux relations internationales et à l'économie, mais bah, il s'avère que c'était un garçon qui, HPI peut-être, mais manuel avant tout. Voilà. Donc, il n'y a aucune voie à privilégier. De toute façon, une personne curieuse, intelligente et motivée, quelle que soit la voie dans laquelle elle va s'orienter, elle va y réussir, voire y exceller. Donc, il ne faut absolument pas poser de limites aux enfants, quel que soit le domaine. Évidemment, pour ce qui est de l'enseignement professionnel, la limite qu'on rencontre, c'est que les établissements scolaires ne laissent pas aller les bons élèves dans la voie professionnelle. L'argument des chefs d'établissement, c'est souvent qu'il faut garder les places pour les moins bons, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais qui est quand même assez scandaleux parce que les élèves à haut potentiel peuvent tout à fait s'épanouir et exceller dans les métiers, dans les métiers manuels. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est de travailler beaucoup sur les représentations des métiers pour que les gens sachent vraiment vers quoi ils s'orientent. Et pourquoi est-ce que je travaille avec et pourquoi est-ce que je veux vraiment informer les personnes à haut potentiel, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent réussir partout. Mais il y a des endroits où ça va leur coûter beaucoup trop cher. Je veux dire par là qu'une personne à haut potentiel hypersensible va dépenser une énergie folle pour pouvoir travailler dans un open space. Il va être épuisé s'il doit travailler dans un milieu où le sens n'est pas clair. Il va être en souffrance si ses valeurs sont bouleversées. Il va être mal s'il sent que sa hiérarchie ne tient pas la route et s'il n'est pas reconnu quand il donne des idées, quand il cherche à participer. S'il est dans une structure trop rigide, ça va être compliqué pour lui. Moi, j'ai un ami HPI qui a fait 15 ans de carrière dans l'armée. Il m'a dit qu'il a réussi à le faire, hein. Mais le problème, c'est qu'il a dû, pour reprendre ses mots, il a dû se mordre les lèvres pratiquement en permanence. Il était vraiment dans un milieu qui lui convenait pas du tout. Voilà, donc aucune voie n'est fermée. Évidemment, il y a des jeunes HPI qui sont extrêmement gourmands, avec d'énormes capacités de travail, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes HPI. Il y en a qui ont besoin d'être extrêmement motivés pour pouvoir développer leur capacité de travail. Donc, on peut très bien envisager aussi bien la voie professionnelle que la voie technologique. On peut aussi bien envisager des études à l'université ou en BUT que en classe préparatoire ou dans les grandes écoles. Voilà un petit peu ce que j'aurais à dire pour l'instant. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce panorama et ces explications très claires, je trouve. Bon, tu nous apportes pas une solution sur un plateau, mais je m'y attendais pas non plus, parce que ça aurait Ben été non, trop simple. il Tu n'y a mettre pas un 2% de la HPI. population dans le même sac, c'est quand même absurde. Donc ça ne m'étonne pas. Euh, euh, je pense que ce que tu as apporté comme conseil aux parents
en tout cas, est bien pragmatique et réaliste. Le fait de se dire que toutes les voies sont ouvertes et qu'il faut accentuer la compréhension des différents métiers, ça, je pense que c'est très bien, les stages. Euh, la question qui a été posée sur la personnalité en arborescence, je pense que c'est sur le raisonnement en fait en arborescence, qui s'apparente, de ce que je sais, aux troubles autistiques, enfin en tout cas aux personnes atteintes d'un spectre autistique qui s'apparente quasiment à Asperger et qui ont un raisonnement en, en- voilà, dans multiples directions. Et je me demandais, est-ce que HPI et autisme sont liés, pas liés? Est-ce que c'est, voilà. Est-ce que tu sais ça? Alors c'est un terrain sur lequel je vais m'aventurer avec un maximum de précautions parce que je suis pas du tout, je suis pas réellement compétent. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie du spectre autistique, ce qu'on appelle les autistes de type Asperger, sont des personnes qui ont une très grande intelligence, qui donc, à ce titre, sont à haut potentiel intellectuel. En revanche, eux sont dans la catégorie des troubles. Mm. Ils ont des troubles du comportement ou des troubles du fonctionnement cognitif que n'ont pas les HPI. Donc voilà pour moi le seul point commun. De toute façon, le TSA, le trouble du spectre autistique, bah, comme le nom l'indique, c'est un spectre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont que des éléments très très légers, euh, qu'une teinture très très légère d'autisme, d'autres pour qui c'est beaucoup plus marqué. Donc, bah, il y a des HPI qui ont certainement des traits autistiques, et il y a des autistes qui sont HPI, mais voilà, moi je ne peux pas aller plus loin dans la réflexion, c'est pas mon domaine de compétence. Ok. Chers parents qui nous écoutez, n'hésitez pas à lever la main, l'envoyer. Vous avez une petite, je vais lever la main pour moi, vous voyez, en bas, dans la barre, vous avez une petite main à lever. Et dans ce cas-là, vous allumez votre micro quand je vous donne la parole et vous n'hésitez pas à poser votre question. C'est plus sympa pour dialoguer. Je lis des questions aussi qui sont là dans le chat. Oui, Est-ce qu'on je peut vois se là. révéler HPI quand on est jeune et évoluer différemment plus tard? Euh, Alors, non, on non. est HPI un jour, HPI toujours, c'est comme le TDAH. Alors pour le coup, le TDAH c'est un trouble, mais quand on est HPI, on le reste. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il y a une composante sociale, socio-culturelle, qui fait que si pour une raison ou pour une autre, une personne à haut potentiel n'était plus du tout stimulée, n'ait plus du tout l'occasion d'augmenter son vocabulaire, par exemple, puisque c'est un des paramètres mesurés. On pourrait avoir l'impression effectivement que son intelligence n'évolue pas. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'il y a des enfants qui sont précoces, qui ont un développement cognitif un peu plus rapide que les autres et qui peuvent se retrouver un petit peu en avance sur les autres. Mais en principe, alors j'allais faire l'erreur moi-même, quand l'identification du HPI est faite, ça correspond bien à un mode de fonctionnement cognitif spécifique et ça reste. Ça ne veut pas dire que le QI qui a été mesuré à 7 ans va être exactement le même à 47 ans. Il y a le QI va évoluer, mais en principe, le mode de fonctionnement au potentiel, lui, va rester. Après, sur la question suivante, y a-t-il des pédagogies plus adaptées au HPI, que ce soit dans la scolarité avant le bac ou les études supérieures? Alors, évidemment, la pédagogie telle qu'on la pratique en France n'est pas adaptée au HPI. Ce qui est adapté au HPI, c'est tout ce qui est enseignement par projet, enseignement transversal, et comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui relève d'un fonctionnement avec obligation de résultat et pas obligation de moyens. Les personnes à haut potentiel aiment maîtriser leurs process eux-mêmes, les mettre en place eux-mêmes et faire les choses à leur façon. C'est ce qui les rend créatifs en entreprise et ce qui fait que parfois ils sont brisés aussi quand ils veulent pas respecter les process. Donc, bah, le Montessori, tout ça, les études, les pédagogies fondées sur la résolution de problèmes, évidemment, c'est des choses qui intéressent beaucoup qui intéressent beaucoup les HPI.
S'il s'agit juste d'apprendre un cours par cœur et de le restituer, ça, ils n'y voient pas l'intérêt. Ils peuvent être très bons pour le faire, mais non, non, évidemment, il y a des pédagogies qui sont bien mieux pour eux. Quand je t'entendais parler de ce mode projet, etc., c'est aussi quand même souvent ce qu'on dit du bac technologique, Oui, euh, qui a cette approche de projet de groupe, qui a cette approche concrète aussi, mm, plutôt que d'apprendre par cœur, on apprend par des cas. Donc je me disais que peut-être que ça peut être en tout cas quelque oui, chose à mais étudier dans une orientation pré-bac. oui, Euh, justement pour ces jeunes HPI qui n'ont pas qui n'ont pas trouvé de sens dans leurs études et qui n'ont pas non plus envie de se fouler, parce que objectivement, quand on a pris l'habitude de réussir sans difficulté du CP à la troisième, quand il faut commencer à se mettre à travailler, avoir une réflexion un peu plus théorique et mettre en place des méthodes un peu plus rigoureuses, ben, parfois les jeunes HPI arrivés en seconde, ils ont un petit peu de difficulté à rentrer dans le moule. Et moi, j'ai effectivement plusieurs fois accompagné des jeunes HPI vers des études technologiques qui avaient été justement tentés par le côté projet et le côté concret aussi. La possibilité de pouvoir manipuler et d'avoir des choses, des problèmes à régler, puisque ce qui est propre à l'enseignement technologique, c'est justement la résolution de problèmes. On aime bien les confronter à des problèmes et leur demander de les résoudre. Donc, c'est des choses qui peuvent être stimulantes, effectivement. mm. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques ou des partages d'expériences, des retours d'expérience, des difficultés que vous rencontrez? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Vous avez Denis qui est disponible pour vous. Non, pas de questions. Vous avez toutes vos réponses, vous savez gérer, alors c'est bon. Bonjour, je m'appelle Pascal. Enfin, Bonjour. bonsoir plutôt. Donc j'ai un fils HPI, il va avoir 20 ans. Ça s'est à peu près bien passé jusqu'à la troisième. Je dis à peu près parce qu'à l'âge de 8 ans, il m'a dit, Maman, je préfère que tu me fasses cours à la maison. Sauf que j'ai élevé mon fils seul et donc même si j'investissais énormément de temps jusqu'à sa terminale pour lui retraduire ses cours, euh, il a fait avec le Covid, il a fait un refus scolaire anxieux. Un matin, il a été incapable de se rendre à l'école, il n'y est plus jamais retourné. Il a quand même passé son bac, qu'il a loupé d'un demi-point au rattrapage. Et il a complètement abandonné, oui, il a complètement abandonné l'école puisqu'il ne s'inscrit pas du tout dans la démarche de la pédagogie, Mm. qui pour lui était un carcan qui ne lui permettait pas de s'épanouir, et le manque de sens à tout ce qu'il faisait. Depuis, il ne, il reste beaucoup à la maison. C'est un casanier hors pair, un procrastinateur hors pair également. Donc là, au bout d'un moment, comme il avait une récurrence d'angoisse qu'il avait du mal à gérer, puisqu'il a fait déjà des tentatives de suicide, il s'est enfin décidé, parce que j'ai vu plusieurs psy à sa place. C'est-à-dire qu'au début, il me dit oui, je viens avec toi, et puis c'est moi qui me suis rendue toute seule auprès des psys. Au bout d'un moment, il m'a dit, je pense, maman, c'est bon, tu me trouves un psy. Je lui ai trouvé un psy, il fallait qu'il puisse s'entendre avec la psy, donc c'est moi qui l'ai testé d'abord pour savoir s'il y avait compatibilité, c'est-à-dire si elle pouvait l'embarquer avec lui et lui se sentir libre de pouvoir s'exprimer. Et ce qui a été le cas. Donc maintenant, ça fait un mois qu'il est suivi par un psy. Et là, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il angoisse d'être dans sa situation, mais il est enfermé dans cette situation. Euh, et donc là, ma question, c'était de plus savoir s'il y avait des biais, puisqu'il n'a pas son bac. Il a quitté donc l'école déjà depuis plus de 2 ans. Et s'il y avait des passerelles éventuelles pour reprendre quelque chose qui pourrait l'intéresser je sais pas, est-ce qu'en fac, il y a des choses, est-ce qu'il y a... qu'il puisse faire un peu à la carte. Alors, notre système scolaire est un peu cruel, hein, je l'ai dit tout à Ah l'heure. oui, je confirme. Alors,
Ben, ça va d'abord dépendre de son état psychologique à court terme. Il aura la possibilité, il aura la possibilité, s'il souhaite réintégrer le parcours scolaire et avoir le niveau bac. Ben, il y a des diplômes qui vont lui donner l'équivalence du bac, comme Mhm. la capacité en droit, par exemple. Ou il y a le concours spécial, il y a des concours, le concours spécial d'entrée à l'université qui va pouvoir passer, ou qui a peut-être changé de nom d'ailleurs, mais enfin, il y a un concours, il y a la possibilité de rentrer à l'université sans le bac. Il y a des universités aussi, comme Paris 8, par exemple, qui prennent les gens qui n'ont pas le bac. Mais de toute façon, il va aussi pouvoir, s'il réussit à s'insérer dans le monde du travail, sans le bac, il y aura aussi la voie de la reconnaissance des acquis de l'expérience, Oui, qui, l'IVAE. ouais, qui lui permettra ensuite d'avoir des équivalences. Après, je ne suis pas sûr qu'à court terme, lui, il soit vraiment intéressé par l'obtention de titres universitaires ou de choses comme Ah, ça. il s'en moque complètement, lui, c'est Oui. d'être dans le concret. Donc pour lui, il trouve que c'est une absurdité, puisque ça présage de rien. Mais je le rejoins dans sa façon de penser, effectivement. Et donc, le fait d'apprendre par soi-même est quand même très appréciable, puisque vous avez la liberté, effectivement, de creuser des sujets, de les entremêler et de les expérimenter dans une manière opérationnelle. Donc, Mhm. Ben, je dirais Euh, que à court terme, quand il se sentira capable d'avoir une activité professionnelle, ce sera par la voie professionnelle qui va pouvoir réintégrer les choses. C'est-à-dire que euh, il est possible. Est-ce que c'est un garçon qui a des appétences pour des activités manuelles, par exemple, ou des choses alors artistiques, non, ou pas du non, tout? ça c'est pas et vraiment. informatique? L'informatique, oui, parce qu'il était parti là-dessus et puis les cours étaient tellement chiants, Dixit mon fils, que il a été dégoûté en fait. C'est un enfant, quand il est rentré à l'école, il était super content et il a été très très vite déçu mais c'est-à-dire dès la maternelle. Donc ça a été compliqué effectivement, et c'est pour ça que c'est moi qui lui faisais cours le soir, pour répondre à son appétence qu'il n'avait pas du tout. Enfin voilà, hein, Mhm. il- il- Je sais qu'il y a des écoles qui prennent des jeunes sans le bac, type la plateforme à Marseille, je sais pas d'où vous êtes, Paris. et dans le sud de la France, non mais il y en a plein partout, Oh, mais c'est euh, pas grave, il est prêt à bouger maintenant. Il a et gagné qui en autonomie. permettent de manière très accélérée et très concrète de former des jeunes à l'informatique sur des langages précis qui leur permettent vraiment d'être très rapidement experts, développeurs, voilà. Donc c'est des choses qui pourraient être intéressantes de regarder. Si ça lui plaît, ça remet le pied à l'étrier de jeunes qui ont été Mm. éventuellement déscolarisés. Euh, et voilà, il n'y a pas de critère de recrutement, si ce n'est à un moment donné une certaine motivation, parce qu'il faut venir en cours et suivre, enfin il Mhm. faut suivre le cours, quoi. Mais c'est très pratique, on apprend beaucoup aussi par soi-même, il y a une certaine forme de curiosité. C'est vrai que le code et le développement, c'est des domaines dans lesquels la compétence prime sur la formation dans certains cas, parce qu'on est en mesure de prouver ce qu'on sait faire. Ouais. Le système, la culture anglo-saxonne est beaucoup plus ouverte aux autodidactes. Mm. On demande aux gens de savoir faire, et puis ben, on les met à l'essai. Ce qui est Alors, comme le mieux. Enfin, alors, Mm. c'est un système à qui mon a humble sa, avis. oui, c'est un système qui a sa cruauté aussi, en ce sens qu'on peut se Oui. faire virer aussi vite. Mais c'est L'école parce que 42, j'avais regardé aussi Xavier Niel, effectivement. voilà, oui, il y a cette Oui, école, oui, ouais. je vois dans le chat. Oui, c'est Bon, un concours effectivement qui a lieu tous les ans et pour intégrer la piscine ou pas. ouais. Hein. Après, il faut que ça vienne de lui, donc c'est toujours la question d'être embarqué. Exactement. Il faut qu'il aille Et mieux avant de pouvoir avancer dans la bonne direction. oui, il a besoin d'expérimenter aussi. Oui, Epitech, je connais puisque j'ai plusieurs amis qui ont fait l'Epitech. Après, voilà, c'est parce qu'il y a la peur de tout.
la Mm. peur Mhm. d'être à la hauteur, etc. Donc c'est difficile effectivement de faire la première démarche. Et puis souvent, il met le curseur très très haut. Et ce qui fait qu'après, quand il voit la réalité des choses, ben, il est déçu par cette réalité des choses. Donc c'est des questions sur lesquelles on travaille énormément. C'est un enfant qui se forme surtout tout seul, hein. Donc j'ai un enfant qui parle couramment anglais, mais c'est pas l'éducation nationale qui lui a apporté sa connaissance, c'est vraiment lui à l'ouverture qu'il a eue d'apprendre tout seul l'anglais Mhm. par l'écoute, il est meilleur en... Il apprend beaucoup en écoutant. Euh, donc, euh, donc voilà, et après, c'est effectivement de pouvoir être embarqué, c'est ça. Merci Pascal, en Oui, tout cas, pour ce témoignage et ce retour En prie. d'expérience. C'est important de pouvoir l'entendre et que les autres parents entendent aussi. Oh, et puis, il ne faut pas se formaliser. Enfin, moi, je sais que j'ai confiance dans la capacité de... oui, bien sûr. Ce qu'il Et faut, donc voilà, il c'est... ne faut pas que ce soit une source d'angoisse, hein. Ouais. J'ai fait un peu la Ouais. totale avec mon fils, donc effectivement, je peux apporter mon témoignage en ce sens, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi plein de choses géniales où on a des discussions philosophiques et je m'inquiète pas du tout pour son avenir. Mm. Merci et bonne continuation, Pascal. On va Merci. prendre la question de Claire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, enfin, on est avec mon mari tous les deux. On est les parents d'une jeune fille qui est en terminale et voilà, euh, voilà, qui est très intéressée par la philosophie. Et en fait, la question qu'on se posait, c'était comment elle a un peu en effet on a bien entendu l'importance de peut-être aider à se projeter par rapport à la solidité des métiers plus que pour vérifier si le choix d'orientation est le bon. Maintenant, quand c'est difficile un petit peu d'identifier ça, puis là, voilà, en terminale, maintenant peut-être pour elle de l'exprimer, est-ce que de toute façon, suivre, si pour elle le chemin, en tout cas, qui est emprunté avant d'arriver peut-être à se projeter réellement dans un métier est ce qui semble compter le plus, est-ce que voilà, c'est de suivre le choix de cœur du chemin sans forcément avoir, je vais dire clairement des métiers derrière identifiés. Voilà, c'est quelque chose qui fait sens et qui fait que voilà, qu'elle se dirigerait vers une voie qui l'épanouirait, quoi. Mm. Là, si je suis très Si, si. claire. On s'est déjà rencontrés, Claire, je crois. Oui, oui, oui. Ouais, je me souviens, oui. Euh, Bah, je dirais que il faut, moi j'aurais tendance quand même à privilégier à la fois la compétence et l'appétence. Il ne s'agit pas non plus d'être complètement naïf et de se dire je vais me lancer là-dedans parce que c'est ma passion et j'aime ça et je vais forcément m'en sortir. Il faut quand même avoir un petit peu de lucidité et d'attention à quels sont les débouchés du métier en question, enfin des études en question. Mais en même temps, parlant d'une personne à haut potentiel, je dirais que c'est un petit peu différent. Dans la mesure où une jeune à haut potentiel, elle va avoir la capacité de transférer ses acquis. Ben, imaginons qu'elle fasse de la philo. Si elle veut, parce qu'elle se rend compte que le métier de philosophe, ça n'existe pas en soi, que c'est le métier, bah, c'est finalement d'être prof de philo, et qu'elle veut pas être prof de philo, elle peut se dire, bah oui, mais elle va pouvoir transférer vers du journalisme, vers des sciences éco, vers des sciences, vers d'autres sciences humaines, voir si elle a des capacités, du goût pour des choses plus scientifiques, rebasculer sur autre chose, parce que on a le système des crédits ECTS quand même qui est un système qui a des intérêts, puisqu'on peut réinvestir, on continue quand même à gagner des choses. C'est-à-dire que bah, si elle fait une année, 2 années en philo, elle aura des équivalences pour d'autres choses, etc. Donc, pour une personne lambda, je dirais qu'il faut y aller quand même avec prudence. Si c'est une jeune fille qui a une vraie capacité de travail, une vraie envie, bah, je dirais qu'elle a toutes les chances de pouvoir rebondir de toute façon si elle veut changer d'avis.
Le système scolaire, il a plein de défauts, mais il a quand même beaucoup de qualités. En particulier, il offre la possibilité, il y a énormément de passerelles possibles. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'explique aux parents. C'est-à-dire que moi, j'ai parfois des parents qui viennent me voir en me parlant de classes préparatoires, de parcours grande école, etc. Il y a des limitations parfois économiques aussi, mais il faut savoir que si on fait un BUT ou si on fait une licence à la fac, si on performe dans ce BUT et dans la licence à la fac, on peut très bien aller faire son master dans une école après. Donc les Type possibilités de réflexion-là qui est derrière pour nous, en fait, c'est-à-dire, en effet, on l'a vu, par exemple, l'année dernière, extrêmement intéressée dans tout ce qui était sciences politiques. Elle voulait faire de la science politique. Cette année, ça a été un coup de cœur pour la philosophie, donc elle est extrêmement, je vais dire, attirée et elle creuse beaucoup, enfin voilà, dans ce domaine-là. Et on sent que là, ça serait son choix de cœur. Et nous, en fait, c'est pas qu'on, je veux dire, on n'a pas le souhait de la soutenir ni de l'accompagner dans cette voie-là. C'est un petit peu finalement plus par cette question-là répondre à nos interrogations nous en tant que parents, de se dire est-ce que elle irait pas elle est intéressée par plein de choses. Est-ce que aller dans cette voie-là, je vais dire, ça, ça lui enlèverait de la diversité au cours de l'étude parce que c'est très ciblé sur la philo, alors qu'il y a peut-être d'autres parcours qui sont peut-être beaucoup plus bah, ouverts. Enfin voilà, c'est des interrogations qu'on se pose et qui ont peut-être pas trop lieu, mais non, non, toute interrogation parentale est légitime. Il n'y a pas donc il n'y a pas de problème. Après, il faut chercher des parcours qui vont lui offrir le plus de polyvalence possible. D'abord, ça va dépendre de ses résultats en première et terminale. Est-ce qu'elle a des bons résultats en première et terminale? oui. Donc, si elle a des bons résultats en première et terminale, elle a plusieurs options possibles. Soit les classes préparatoires, les CPGE littéraires, Mm, en explorant, en regardant les différentes spécificités des différents établissements. Là, elle va pouvoir faire de l'histoire, de la philo, du français, etc. mm, Mais il y a aussi des universités qui proposent des parcours de double licence, oui. qui sont Ouais. toujours sélectives, hein. Mais Mm. pour les enfants très curieux et qui ont des capacités de travail, c'est super Bah, disons intéressant. que pour l'instant, en effet, disons que elle est très réticente à l'idée d'aller vers une classe préparatoire. C'est quelque chose qui génère chez elle beaucoup d'émotions, avec moi ce que je ressens, le fait d'être un peu toujours dans une voie où elle se sentirait comme dans un carcan. Et je pense qu'elle aspire à une certaine liberté, on va dire. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup retenu aussi enfin, que je mets en lien avec le côté un peu autodidacte. Mhm. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle apprend aussi par elle-même, que ce soit la musique, les langues, etc. Et c'est vrai que euh, voilà, sa réticence par rapport à la classe prépa, je pense, c'est sur le côté très, Très calme. très dirigé, très cadré. Voilà. Mhm. Mm. Mais Alors, bon, voilà. sur les classes préparatoires, moi je dirais d'abord plusieurs choses. C'est que d'abord, il y a classe préparatoire et classe préparatoire. Selon qu'on va faire une classe préparatoire dans un lycée de centre-ville parisien ou de grande ville, ou qu'on fait une classe préparatoire dans une ville plus secondaire, comme Bayonne par exemple, enfin bon, ou même Bordeaux, etc., on va tomber sur des contextes très très différents en termes de concurrence, en termes de pression, en termes de relations entre les élèves. Ensuite, moi, j'ai deux enfants qui ont fait tous les deux la même classe préparatoire au lycée de Bayonne, la prépa HEC, qui est pas bon, qui est pas dans le top 10, mais qui est quand même dans les 25 premières classes préparatoires du domaine à l'échelon national. Ma fille a détesté ça, elle a arrêté au bout d'un an. Mon fils, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il est devenu charpentier, mais il a beaucoup aimé. Alors que lui, c'est un autodidacte pur et dur, hein. Il a appris la guitare tout seul. Maintenant, il joue de la trompette. Il apprend à jouer de la trompette tout seul. Il a un vieux camion qui tombe tout le temps en panne. Il apprend à le réparer. Enfin, je veux dire, c'est un autodidacte. Mais il a été tellement stimulé par la richesse et la quantité de choses à apprendre en classe préparatoire que le côté cadré, le côté obligatoire, le côté scolaire est passé au second plan finalement. Donc voilà, je dirais d'abord ça. Ensuite,
Ben, il y a d'autres parcours que les classes préparatoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les licences pluridisciplinaires, il y a les instituts de sciences politiques. Il y a aussi l'université simple avec, on peut, parce qu'il y a les licences pluridisciplinaires, mais il y a aussi la possibilité de s'inscrire en parallèle dans 2 licences, hein, ça reste possible aussi. Il y a parfois des problèmes d'emploi du temps, mais ça reste faisable, surtout si les trucs sont géographiquement proches. Mais généralement, les sciences humaines, ils sont quand même regroupés. Donc, il y a des tas de possibilités pour qu'elles fassent plusieurs choses à la fois. Effectivement, et après, bah, la philo, ça peut la mener à plein de trucs. Ça peut la mener à la psychologie, ça peut la mener à la sociologie, à l'économie, aux sciences politiques, au journalisme, à Normal Sup. Enfin, ça peut faire. Il y a tellement de possibilités que de toute façon, j'aurais tendance à dire que avec un cerveau qui marche bien et l'envie de travailler, la capacité à travailler, il n'y a pas de raison de se freiner. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, Claire, et ce partage. On va prendre les questions du chat. Comment faire passer le message auprès des profs? Notre fille a été orientée en Ulysse, elle est en 4e. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que Ulysse. Alors, l'ULIS, c'est un dispositif d'accueil des élèves handicapés. Alors, il faudrait savoir, il y a eu il y a eu des critères qui ont fait qu'elle a été orientée en Ulysse, je suppose. Mais je sais que c'est parfois la seule réponse que l'institution scolaire est capable de donner à la différence, hein. Euh, Moi, pour être ancien personnel de direction, je suis très bien placé pour savoir que l'accueil des élèves à haut potentiel dans l'institution scolaire, et quand je parle d'institution scolaire, je parle du privé comme du public, hein, repose vraiment sur la bonne volonté des individus et non pas du tout sur les éléments les éléments réglementaires ou légaux qui ont été mis en place. Denis, j'ai la précision dans le chat, elle est TDAH, multidis en attente de test autistique, D'accord, ce qui a probablement oui, je comprends mieux. généré ça. Et alors, est-ce que c'est important de dire que elle est HPI ou pas au professeur Oui, alors en Ulysse, l'organisation, c'est qu'il y a un enseignant référent pour l'Ulysse qui s'occupe d'accompagner les jeunes. Parce que le principe de l'Ulysse, c'est qu'il y a une partie où les jeunes qui sont dans l'Ulysse sont regroupés, et un autre moment où ils sont intégrés dans les classes avec les autres. Donc j'aurais tendance à dire que le HPI, ça va être d'abord, c'est quand même un élément de résilience pour cette jeune fille. Et d'autre part, bah, ça veut dire que c'est une jeune fille qui va être stimulée par des enjeux intellectuels quand même. Et la question, c'est de savoir avec quel type de public elle va se retrouver dans cette Ulysse, en fait. Mais effectivement, je pense qu'il est important que la personne qui est en charge de l'Ulysse, ainsi que l'enseignant référent, soit informé de ça pour qu'il puisse mettre en place des choses qui vont la stimuler intellectuellement. Parce que sinon, la pauvre, si en plus elle a toutes ces difficultés scolaires et qu'en plus elle n'est pas stimulée intellectuellement, ça va être douloureux pour elle. D'une façon générale, en revanche, si on généralise, moi je suis assez circonspect sur la question de dire ou pas aux profs que l'enfant est HPI. Moi, j'ai entendu en salle des profs à plusieurs reprises des profs ricaner en disant: moi, je connais plus de parents d'enfants HPI que de vrais HPI. Ce qui veut dire, les parents, ils viennent nous dire que leurs enfants sont HPI, mais quand on les voit en classe, ils sont nuls. Euh, Parce que les profs ne comprennent pas, pour beaucoup de profs, être HPI, c'est le profil que j'ai évoqué tout à l'heure de celui qui a 18, 19, 20 de moyenne et qui réussit partout, qui est en plus délégué de classe, qui en plus est membre du conseil d'administration, qui s'occupe d'une association, qui fait ceci, qui fait cela. Des élèves comme ça, des HPI, il y en a dans tous les lycées, c'est vrai. Mais il y a aussi les HPI dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, ceux qui n'ont plus confiance dans l'école, ceux qui sont un peu, qui sont pas motivés qui n'ont pas pris l'habitude du travail, qui sont pas motivés par le travail. Et ceux-là, ils sont pas du tout pris au sérieux par les profs. Et comme en plus, les profs savent pas trop quoi en faire de leurs enfants HPI, je dirais que c'est un sujet à aborder avec prudence. Ok. Est-ce qu'on l'indique dans Parcoursup? Il y a une question.
Alors, je ne sais Non. pas trop où on pourrait l'indiquer dans Parcoursup, parce que je pense que c'est quand même pas un handicap. Ah Donc, non. voilà, donc il n'y a pas d'autre champ pour l'indiquer. Et alors, Bah, ça pourrait être évoqué dans la lettre de motivation. C'est dans le seul quel endroit. contexte ça peut être évoqué, dans quel objectif? Voilà, c'est à réfléchir. Il faut voir si c'est en adéquation avec un projet. Parce que le dire juste comme ça, l'établissement supérieur, lui, de toute façon, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un système qui évalue les réalisations passées et pas le potentiel. Donc, je pense que en dehors de certaines circonstances très particulières, je ne vois pas trop. Ok, et est-ce que lors d'un entretien oral, si le choix du diplôme est en lien avec une pédagogie projet qui l'intéresse, est-ce que dans ce cas-là, on peut stipuler le fait qu'on est HPI? Bah, je pense que ça peut être quand on veut justifier la candidature à un établissement, ça peut être un argument, effectivement, en disant, ben voilà, vous êtes une école d'ingénieurs, vous travaillez énormément par projet, vous laissez de l'autonomie aux étudiants, vous attendez d'eux qu'ils soient autonomes et qu'ils prennent les choses en main. Moi, je suis un jeune à haut potentiel, j'ai déjà réalisé ceci, et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre démarche par projet. Effectivement, là, ça peut avoir du sens de le dire. Et je pense Mais qu'il faudrait, je compléterais qu'il faut peut-être le stipuler aussi des exemples qui ont montré que dans le passé, ce mode projet avait été voilà, bénéfique et c'est mis ça, en... c'est ce que enfin, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais notre système ne juge que les réalisations passées. Ouais. Ouais, donc c'est important de le mettre. Ouais. Euh, Quelqu'un dans le chat disait, j'ai la sensation que tous les ennuis et que c'est difficile de trouver une bonne voie. Alors, je suis pas sûre que tous les ennuis tous. Je pense qu'il y en a au contraire qui sont surpassionnés. Oui, Peut-être. heureusement quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une frange des jeunes. Bon, alors après, il y a d'autres enfants hein, qui sont ennuyés par l'école, hein, les enfants hyperactifs en particulier, les TDAH, ils ont aussi ce souci-là. Et puis, objectivement, l'école, c'est pas passionnant. Hein. Moi-même, enfin, même quand j'étais prof, des fois, ce que je faisais m'ennuyait. Alors, j'imagine que les élèves peuvent être ennuyés aussi. C'est un univers qui est pas stimulant, moi, je trouve. L'école, de toute façon, elle a mis en place des process pour faire face au grand nombre. Et bah, finalement, ça ça convient pas à grand monde. Après, effectivement, le problème des jeunes qui s'ennuient, c'est que souvent, ils se replient sur des choses qui leur apportent des gratifications à court terme, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, qui leur permettent d'avoir leur petite décharge de dopamine facile. Et il faut, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de développer, mais ça, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, ça ne peut pas se faire dans les 6 derniers mois avant Parcoursup, mais développer tout ce qui est curiosité et aussi développer un état d'esprit de croissance. Ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance et qui s'oppose à l'état d'esprit fixe, c'est avoir conscience que quel que soit son profil, on ne peut que progresser par le travail. Et le problème de certains HPI, c'est qu'ils ont l'impression que de toute façon, les choses sont écrites et que le travail, c'est pas nécessaire ou c'est pour les autres. Or, comme pour paraphraser un peu Georges Brassens, sans travail, le talent n'est qu'une mauvaise habitude. Hein. Alors, C'est-à-dire, dans le cas cité, c'est Et un une élève tisane ou pas? qui est c'est un élève qui est en À quatrième. quoi? Comme hier? Attendez, qui est-ce qui nous parle là? Euh, c'est un élève qui est en quatrième. Donc, s'il s'embête en quatrième, s'il s'ennuie en quatrième, bah, là, il a le temps de trouver d'autres moyens enfin, de ses centres d'intérêt, effectivement. Là, il n'est pas dans le rush de Parcoursup. non, non. Mm. Mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est le sortir de. Alors, je connais bien sûr pas cet enfant, mais c'est le faire en sorte qu'il sorte des systèmes dans lesquels s'enferment beaucoup de jeunes, qui sont ceux de la récompense à court terme apportés par bah, les outils numériques, pour qu'ils puissent trouver des sources de stimulation extérieures et qui pourra raccrocher plus facilement à l'école. Mm. Parce que l'école, j'en dis beaucoup de mal, mais quand même, objectivement, on y apprend beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes quand même. Mm. Et puis, on n'a pas le choix. Et puis, on Enfin, n'a pas le choix.
Une question sur l'hypersensibilité. On a dit effectivement que les personnes HPI avaient une hypersensibilité. Un parent Oui. envisage pour son enfant une prépa. Comment est-ce qu'on peut accompagner son enfant pour gérer son hypersensibilité en prépa, enfin, pour la prépa? On parle d'hypersensibilité. Alors, il va y avoir les deux aspects, le côté sensoriel et le côté émotionnel. Euh, Sur l'hypersensibilité sensorielle, bah, il va y avoir des choses à faire, comme par exemple essayer de... Bon, je parle de quelque chose que je connais un petit peu parce que moi, c'est mon cas. J'ai travaillé 26 ans dans l'éducation nationale, plus mes années de collégien lycéen. Pour moi, la cantine, ça a toujours été une épreuve, par exemple. Bah, veiller, par exemple, à ce que, il puisse avoir des plages pour recharger ses accus sociaux, c'est-à-dire des moments où il va pas être obligé d'être avec les autres, même dans sa journée. Ça veut dire que il va falloir qu'il prévoie de ne pas manger à la cantine, par exemple. S'il est en classe préparatoire, il sera dans un lycée. Donc peut-être prévoir que la pause de midi, il puisse la passer ailleurs que dans la cantine, pour avoir ce moment de calme que maintenant, même à mon âge, j'ai toujours besoin d'avoir ce moment de calme à midi. C'est pas possible de passer 8 heures dans le bruit. Il y a aussi des outils numériques, hein, comme maintenant on fait des casques à réduction de bruit, on fait des choses comme ça qui vont lui permettre aussi de s'isoler pour certains moments. Après, sur l'hypersensibilité émotionnelle, bah, il va falloir travailler avec un certain nombre d'outils, peut-être de la cohérence cardiaque ou travailler il y a comment ça s'appelle, le terme m'échappe. Sophrologie? La sophrologie, mais c'est pas ça que la méditation. Oui, la méditation. La méditation, qui est aussi qui est facile à mettre en œuvre, puisqu'il suffit de 10 minutes, un quart d'heure par jour aussi pour pouvoir revenir un peu à soi-même et prendre de la distance par rapport à toutes ces sources d'émotions qu'on rencontre dans la journée. Mais je dirais que oui, pour un jeune hypersensible, il faut vraiment qu'il se prévoie des plages socialement neutres et qu'il puisse faire ce travail sur lui-même, de travail sur sa respiration. Donc ça peut être de la sophrologie, mais ça peut être du sport. De toute façon, les élèves de classe préparatoire, il faut absolument qu'ils continuent à faire du sport. Ça, c'est vraiment important. D'une part, parce qu'on sait maintenant que la pratique sportive favorise le développement neuronal et favorise la plasticité neuronale, donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect émotionnel et l'aspect euh, recharger sa batterie un peu sociale. Voilà. Mais donc les études, la prépa pour un enfant hyperactif, c'est pas impossible, mais effectivement, il faut mettre des choses en place. Euh, Tout à l'heure, sur l'ennui, il y avait éventuellement l'alternative de faire du sport à haut niveau, qui a été citée. Là, on parlait aussi des classes à horaires aménagés pour le sport, pour les arts, qui peuvent répondre effectivement à des besoins de plages dédiées pour autre chose que les études. Ça peut être intéressant. Une question qui arrive là, est-ce intéressant, utile de faire un bilan HP pour un enfant en classe de troisième en souffrance scolaire, académique et relationnelle avec des HP dans la famille? Alors je dirais que s'il y a des hauts potentiels intellectuels dans la famille, surtout dans l'ascendance, ça peut être intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire que on gagnerait à généraliser le test du QI. D'une part, parce que ça nous permettrait d'avoir enfin, c'est pas d'une part d'ailleurs, parce que ça nous permettrait de vraiment connaître le profil cognitif de tout le monde. Parce qu'il y a, en dehors des gens qui sont HPI, il y a des gens qui ont des troubles de l'attention, qui ont des problèmes de mémoire de travail, etc., qui ne sont pas identifiés et qui souffrent pendant toute leur scolarité du fait qu'on n'a pas détecté leurs problématiques attentionnelles ou leurs problèmes de mémoire. Donc, moi, je dirais que le test de QI, c'est une information qui est intéressante. Simplement, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour pas vendre du rêve d'une certaine façon ou espérer que ça va être la solution à toutes les difficultés qu'on rencontre. Disons que pour moi, le test du QI, il est intéressant parce que ça permet de comprendre comment on fonctionne.
Ça permet aussi d'adapter éventuellement des choses. Et puis, si le test permet de voir que, bah, effectivement, il y a des grandes capacités au niveau de l'intelligence fluide ou du verbal, mais qu'il y a un problème d'attention ou un problème de mémoire, ça peut être intéressant de le savoir aussi. Après, effectivement, je te rejoins, tout ne peut pas être mis en éclairage par le HPI. Il faut se souvenir qu'en troisième, on est adolescent, un adolescent a aussi des problèmes relationnels fréquents, que la souffrance scolaire académique, elle concerne aussi, pas que les HPI, elle Après, concerne aussi beaucoup malheureusement, d'autres euh, profils d'élèves, quoi. Mm. Mm. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques que vous voulez formuler? Il est bientôt l'heure de se quitter, mais il nous reste 5 minutes si vous le voulez. Non? Alors, je voudrais peut-être conclure, mais vous avez encore le temps de me rattraper. Euh, sur le site Azimut, vous allez retrouver ce qu'a écrit Denis justement sur les HPI, sur d'autres troubles, sur d'autres particularités donc, qui sont très intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter le site Azimut-orientation pour retrouver tout cela. Et puis, bah, si vous avez besoin d'être accompagné individuellement, j'imagine que Denis est à votre disposition. Voilà. bien sûr, On se quitte là pour ce soir. Merci beaucoup, Denis, de tes conseils, de ton temps. mais Euh, avec plaisir. et puis, je vous De souhaite à toute façon, faut pas hésiter à me contacter parce que moi, je commence toujours par proposer une séance d'échange gratuitement. Donc, faut pas hésiter à en profiter. eh bien, message reçu. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, Merci bonne beaucoup. continuation. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonsoir.